Bonsoir et pour le No Watch Mag, nous sommes ici la journée du web numéro 2. Cédric, c'est notre deuxième journée. Donc pour cette deuxième journée, comme d'habitude, on n'a rien vu de le web. Ah non, c'est pas vrai, moi j'ai vu des choses. Non, on a vu des choses. Hier j'ai rien vu, mais aujourd'hui j'ai vu des choses. Mais en fait, on a décidé que finalement on allait inviter plein de gens qui viennent nous parler à notre place. de leur web, parler à notre place. Ouais. Alors on a déjà un premier invité, c'est Petit Rolien, voilà, Petit Rolien, qui est là pour nous. Donc Petit Rolien, est-ce que tu peux nous dire quelque chose ? D'accord, merci. Voilà. Donc, ce soir, on va parler de pas mal de choses parce qu'il y a eu des grosses annonces. Et il y a eu une grosse annonce ce matin. Ouais. Et on va commencer par cette grosse annonce. Ouais. Donc, Olivier de chez Nokia va venir nous voir. Quelqu'un de chez Nokia va venir nous voir, attention, pour nous parler donc de la... Ça a été une grosse annonce, on y a assisté en salle plénière. On était là en live. C'est la première fois que je vis une annonce de produit en vrai et en live. C'était émouvant. T'imagines, c'était petite larme. Ouais. Petite larme. Ensuite, on va avoir Monsieur Presse Citron, donc Eric Dupin, qui va venir nous parler de le web. Tu vois, j'y arrive. Hein. Autant Comic-Con, j'y arrive pas, mais le web. Voilà, c'est Presse Citron. Il est là. Il est là. Ensuite, on aura David qui va revenir. Encore ? Ouais, vous allez parler de pas mal de choses et notamment de Fitbit, je crois. Ouais, et ça va être pas mal. Il y a Fit. Alors, si on arrive à la retrouver parmi la foule, on aura peut-être Roxane qui va venir nous parler de Girls in Tech. Sinon, ça sera Patrick qui viendra nous parler de Girls in Tech. Ouais. Non, là, Patrick, il fait une drôle de... Il est très fatigué, Patrick. Là. Non, reste derrière la caméra, Patrick. On veut pas te voir. Non, mais à la limite, Christophe, tu peux montrer Patrick comme ça, puisqu'il veut qu'on le voit. Montrer Patrick. Donc, on peut faire d'ailleurs un petit plan sur l'ensemble de la foule du web qui est tout autour de notre émission. Bon, qui écoute d'une oreille un peu distraite, là, on peut le dire. Ouais. Et pour terminer, nous aurons effectivement deux étudiants de l'EMI. Ça sera Benjamin et Nicolas qui vont venir nous parler de leur école, de leurs espoirs. Ils vont venir à la cafette. Du web, de l'objet, etc. Donc, on va peut-être commencer l'émission. Donc, on va inviter Olivier de chez Nokia. J'ai failli jeter Eric par terre alors. Voilà. Donc, nous avons Eric, nous avons Petit Rolien. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Olivier qui va nous parler d'un truc. Alors, Olivier, c'est à toi. Ouais. Tiens, je prends le micro. Allez, hop. Bonsoir. Salut Olivier, est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? C'est-à-dire ton nom et ton prénom. Bien sûr. Olivier Lagréou. Parfait. J'arrête là ? Non, vas-y, tu peux continuer. Donc bonsoir, je suis responsable du marketing produit pour Nokia France. Donc c'est avec une grande fierté qu'on est présent cette année au web. Sacrément présent, vous avez un beau stand quand même. On a un beau stand, on a fait beaucoup de belles démonstrations hier sur le 920 et le 820 puisque c'était jusqu'à ce matin la grosse actualité. Alors ce matin, il faut préciser, quand on est arrivé tôt, on a vu en fait sur le stand Nokia une espèce de bâche tirée, enfin c'est pas une bâche mais une grande palissade blanche avec écrit en gros revenez à partir de 10h30, il va se passer quelque chose. Le mystère de la journée. Avec le hashtag Switch tous les mois, comme d'habitude. Et donc on s'est dit mais qu'est-ce que c'est ? Et donc là je me suis dit il faut vraiment que j'assiste à cette conférence, ma première vraie conférence de l'OE parce que j'ai rien vu hier. Et donc super fauteuil. Ouais, exactement. Et j'ai pas été déçu parce que vous avez annoncé un petit nouveau. Un troisième membre de la famille Windows Phone 8, donc un septième produit, un septième smartphone de la gamme Windows Phone. Oui, mais mine de rien, ça commence à faire. Hein. On commence à avoir une gamme assez large pour tous les goûts. Ça a toujours été dans la politique de Nokia d'avoir différentes gammes de prix pour différents usages. Exactement. À la grande époque. Aujourd'hui, on est sur des gammes de prix différentes. C'est un produit, alors on peut le montrer, c'est le Lumia 620. On a la chance de l'avoir en vrai. Dans sa belle couleur d'annonce officielle en live. Il est magnifique. Un vert coordonné pomme avec ton t-shirt. Avec mon t-shirt. C'était fait exprès, je pense. C'est cela. Le marketing, on sent que. On réfléchit un peu. Non, il y a un truc qui est intéressant au niveau de la coque. Puisque c'est le premier truc qu'on voit quand même, c'est qu'en fait elle est translucide. En fait donc déjà c'est un des principes puisqu'on le fait pas sur tous nos produits, c'est d'avoir des coques interchangeables. Donc le 820 le faisait. Et là celui-ci fait aussi la possibilité de changer ses coques. Donc en dehors de pouvoir changer la taille du produit, ça permet aussi de changer la batterie et de changer et de rajouter de la carte micro SD. Donc on peut augmenter la mémoire du produit. Et là la particularité de ces coques là, c'est qu'elles sont à double couche. Donc j'en ai aussi sur moi, je vais vous montrer rapidement. Et on a une couche intérieure de la coque qui est d'une certaine couleur. Voilà. Donc là par exemple j'ai du bleu et du rose. L'intérieur est blanc.
Et en fait la coque sur l'extérieur est translucide, donc ça donne une vraie profondeur. On n'a pas un aplat de couleur, pour parler un peu technique, on a une profondeur dans la couleur, donc ça donne quelque chose. Bon, il faut les voir en vrai, je suis pas sûr qu'à la caméra ça rentre vraiment. Mais en fait on le voit sur le bord en particulier. Voilà, il y a la double couleur qu'on voit sur le côté. Alors sur celui que tu as, on voit vraiment qu'il y a du jaune à l'intérieur et du vert à l'extérieur. On a, voilà, par exemple, on a aussi cette coque là qui est orange, donc très punchy comme couleur. Voilà, on veut se différencier avec les couleurs, on y va à fond. Et à l'intérieur on a du jaune, et ce qui fait que quand on a le produit qui vient s'insérer dans la coque, on va avoir un contour jaune et l'extérieur orange. Du coup c'est vraiment chouette et original en fait. Bon, au niveau du placement de ce produit, c'est un produit qui est pas très cher. C'est ça aussi qui était surprenant, parce qu'on s'est dit, voilà, quand moi je l'ai vu au début, je me suis dit c'est un produit qui est fun et tout ça, machin. On nous a annoncé qu'il y avait du NFC. Voilà, Windows Phone 8, 8 Go de mémoire embarquée, un processeur dual-core et possibilité de l'étendre, donc la mémoire on peut mettre des cartes jusqu'à 64 Go. Voilà, et donc je me suis dit tiens, comment est-ce qu'il va se placer par rapport au 820 en termes de prix et tout ça. Et alors, donc le prix a été annoncé. On a un écran qui est un peu plus petit, qui est sur du 3 pouces 8. Le 820 et le 920 sont 4G aussi. Oui, c'est vrai. C'est un point qu'on a au-dessus. Et on annonce un prix, nous, officiel en France, de 259 €, prix public. Ce qui est super compétitif, très agressif, quand même. Surtout si on reprend toute l'offre de valeur, comme on dit dans le marketing. Mais t'as le droit, on est à le web, c'est un peu un salon professionnel. Donc, on a toute la suite d'applications Nokia qui sont des applications gratuites, notamment de navigation. Nokia Drive Plus, Nokia Carte, Nokia Transport, Nokia Explore, Nokia Drive Plus. Voilà, c'est une vraie suite de navigation routière gratuite, avec la possibilité de télécharger les cartes, les visualiser en mode offline. Donc vous partez en voyage à l'étranger, vous n'avez pas téléchargé vos cartes, vous allez dans un Starbucks ou n'importe quel resto avec une connexion Wi-Fi, vous téléchargez les cartes, vous enlevez votre carte SIM pour pas faire de roaming, et vous pouvez quand même vous balader avec votre voiture de location. Donc c'est un super plus. Je vais pas citer les concurrents, mais c'est quelque chose qui vaut généralement dans les 69 €. Moi j'ai le droit, toi tu n'as pas le droit, mais moi par exemple je sais que Navigon vaut bien ses 70 € facile sur le store, voire même un peu plus. Donc c'est quand même un vrai plus produit, quoi. Et donc pour nous, sur l'ensemble de la gamme Lumia, ça fait, on avait déjà ça sur Symbian, c'est un vrai point fort qu'on essaie de mettre en avant, qu'on continue à faire perdurer sur les Windows Phone. On a Nokia Drive et Nokia Carte, puisqu'on travaille en partenariat évidemment avec HERE, qui est aussi sur le donc c'était alors je sais pas après si tu peux rentrer dans les secrets de Polichinelle, mais c'est original de voir un produit Nokia annoncé à le web. C'est original, déjà le web c'est quand même un événement mondial qui a une portée aujourd'hui qui est assez fantastique. Vous êtes là, il y a énormément de blogueurs. J'ai trouvé que c'était un beau cadeau que vous faisiez aussi à le web. C'est un beau cadeau qu'on fait à le web. On a déjà travaillé par le passé avec Loïc Lemer sur d'autres événements. Donc voilà, il y a une belle portée. C'est aussi ce qu'on recherche. Une marque comme nous, quand on fait un lancement mondial, c'est un événement mondial ça va très bien avec le Citron, c'est incroyable. Et puis on est quand même dans un événement. Il n'y a pas plus digital comme événement que le web. Et on est sur des produits qui sont complètement interconnectés, qui sont au centre de la vie digitale de tous les consommateurs. Que ce soit pour rester en contact avec ses réseaux sociaux. On a une application Photo Beamer. Je ne sais pas si tu as vu sur notre stand, j'ai vu, qui permet de streamer très simplement des photos sur des écrans connectés. On est digitaux à fond, donc le web, au final, c'est assez logique qu'on soit là. Complètement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce produit spécifiquement ? Il y a un petit truc en plus. On l'a dit, les NFC, ça fait partie des choses que nous on essaie de pousser depuis quelques années. Batterie interchangeable, d'accessoires, batterie interchangeable, pas de recharge sans fil par contre. Pas de recharge sans fil sur ce produit. On a une sortie Dolby quand même, donc on a une prise casque classique, on peut brancher n'importe quel casque, si possible un Nokia, c'est mieux. J'ai vu qu'il y avait deux micros. Il y a deux micros, un micro de prise de son d'ambiance et un micro de prise de son direct. Et ce sont des micros, ce sont les mêmes que sur le 920 ou 820. Donc ce sont des micros à haute amplitude, c'est-à-dire qu'ils sont capables la fameuse illustration qu'on a dans les concerts. Donc il n'y a pas de distorsion, ça crache pas, on va prendre jusqu'à 140 dB. Donc on se retrouve avec un enregistrement vidéo qui est vraiment de haute qualité. On filme en 720p, 30 images par seconde. Même sur une gamme tarifaire qui est quand même très agressif, on a un produit qui fait tout ce que fait un smartphone haut de gamme, du smartphone à la pomme par exemple. On fait la même chose pour au moins deux fois moins cher. Exactement. Nous on est très contents d'avoir présenté au web, c'est Portée Planétaire, et en plus depuis ce matin, depuis 10h30, on n'a que des retours positifs de toutes les personnes qui sont passées sur le stand. Les couleurs, on a un peu peur parfois, on a quand même poussé. Il y a du
cyan pour ceux qui me connaissent. Là, il y a du cyan, donc c'est génial. Donc on a poussé sur les couleurs et en fait les retours sont extrêmement positifs depuis ce matin. La prise en main c'est exceptionnel, les bords arrondis et tout, enfin voilà. C'est un parti pris de revenir sur du 3 pouces 8 parce qu'on est plutôt aujourd'hui sur une course à la taille d'écran 4, 4.3, 4.5, 4.7. Voilà. On sait qu'il y a quand même une population, pas que féminine, qui veut aussi des produits un peu plus petits, qui vont être utilisables à une main. Apple a très bien poussé ça avec son histoire de son pouce. Là c'est pareil, on revient sur une taille utilisable à la main. J'ai vu qu'il y avait technologie Clear Black, mais l'écran c'est pas un Super AMOLED. Vous êtes sur c'est un écran TFT, mais qui est quand même super brillant. Donc, oui, c'est pour ça que je pose la question parce qu'en fait je trouve que les noirs étaient vachement profonds. Il est assez. Donc il est plus brillant qu'un Lumia 800 ou qu'un Lumia 900 aujourd'hui. Technologie Clear Black donc et pour terminer la résolution d'écran c'est 840 480, c'est la résolution classique des Windows Phone. Ouais, puis là sur un écran de cette taille en fait c'est agréable et il n'y a pas de pixelisation, ça c'est vraiment top. Mais écoute, merci beaucoup. C'est moi. On va laisser la place à Presse-Citron. On a le citron. Un beau passage de relais. Voilà. Tu peux le prendre quand même. Et puis non, je vais le rendre, Jérôme, je vais le rendre. Le mobile. Ouais, voilà. Il va pas le voir. Exactement. Donc on va laisser notre place à Presse-Citron. Éric Dupin donc et Jérôme pour la suite. Mais écoute, merci beaucoup, franchement. Merci. Hop. Allez, bon, donc du coup je suis obligé de meubler, faire la transition, donc je fais des claquettes et tout ça. Voilà. Bonjour Eric. Salut. Ben vas-y, installe-toi. Non, mais je vais le prendre. Et je te donne ce micro. Va te donner un micro. Et oui, parce que chez No Watch, on est très bon sur les transitions. À la cave. Oui, descends. Reste-y, s'il te plaît, fais-moi plaisir, reste-y. Donc nous avons ce soir Éric Dupin. Éric Dupin, si vous ne connaissez pas, c'est Presse-Citron. Donc voilà, ton homonyme. Presse-Citron, je crois que c'est peut-être pas la peine de présenter. Un des plus gros blogs indépendants français. Aujourd'hui en volume, on peut dire combien Presse-Citron en volume d'audience Mon patron m'a dit de pas donner de chiffres. Il ne faut pas donner de chiffres. Mais bon, on va dire entre 1 et beaucoup. Voilà, c'est à peu près ça, à une virgule près. Voilà. Donc non, mais en tout cas, un blog, et je le dis sans flagornerie, très agréable à lire. Merci. Un ton posé comme son fondateur et beaucoup de nouvelles tech en français, ça fait du bien parce qu'on en a beaucoup en anglais et intéressant à voir. Donc le web, ça fait combien de temps que tu viens le web Je crois que ça doit être ma 6e édition. Ah oui, quand même. 6e ou 7e édition. T'as connu quand ça s'appelait les blogs ou... Non, je suis arrivé juste après. Juste après, j'ai dû arriver à la première édition qui s'appelait le web, donc ça doit être 2006 je crois, 2005 ou 2006. Ah oui, quand même. Donc tu vois bien l'évolution et on va dire la croissance du bien senti phénomène. La croissance, ouais. Je sais que tes journées sont très très occupées. On a passé la journée à se chercher de partout dans le web. Là, ça fait que 2 jours, il y a encore demain, donc tu vas voir d'autres choses. Mais déjà sur 2 jours, est-ce que tu peux nous parler des choses que tu as vraiment remarquées? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont ébloui, des choses vraiment remarquables cette année? En fait, c'est marrant parce que ce qui m'a le plus surpris aujourd'hui, ça vient d'un endroit où je m'attendais pas du tout à être surpris. C'est France 2, France Télévisions. Ouais, leur maison du futur. Voilà, qui a un petit stand là. Et qui me fait dire que finalement, ça fait 20 ans que j'entends parler de domotique. Ouais. Mais je me demande si la domotique, c'est pas le départ vraiment de la domotique aujourd'hui avec l'Internet des objets. Parce que c'est ce que j'ai constaté. J'ai vu des systèmes qui permettent par exemple de rendre tactile n'importe quel objet, n'importe quelle surface. Ouais, apparemment, très impressionnant. Apparemment à moindre frais, c'est quelque chose qui n'est pas du tout coûteux. Et la démonstration était assez bluffante puisqu'on voyait une table Ikea en bois basique à 50 € que tout le monde a chez lui et qui devient tactile et sur laquelle on peut faire, on peut gérer des programmes télé, changer de chaîne, même dessiner, enfin voilà, sur une table qui a été munie de 4 capteurs. De 4 capteurs. Mais c'est vrai ce que tu dis, la domotique existait, mais c'était un peu un sport de riche, on va dire, de très très fortunés, ou alors il fallait le faire dès la construction de la maison. Exactement. Et les meubles étaient imposés, enfin tout un tas de choses étaient imposées. La grosse nouveauté, c'est la livraison de briques qui permettent soi-même de transformer sa maison en maison domotique à des prix relativement démocratiques. C'est pas non plus, il faut avoir envie d'investir là-dedans, mais un peu à la portée quand même de tout le monde. Et effectivement, c'est probablement le début de quelque chose, quoi. Mais en fait, c'est ce que permet le numérique et le sans fil et le Wi-Fi et maintenant le NFC, c'est d'arriver à rendre numérique, communicant des objets qui ne sont pas du tout à la base, contrairement à la domotique qu'on connaissait jusqu'à maintenant, qui, comme tu le dis, nécessitait des objets et des dispositifs qui étaient prévus pour ça. Aujourd'hui, on peut rendre
on peut numériser un objet qui n'est pas prévu pour être numérisé à l'origine, à son origine. Donc ça c'est un premier fait marquant. La deuxième chose que j'ai vue qui m'a beaucoup intéressé, c'est une fourchette communicante. Donc oui, alors, ça j'ai pas vu. Ouais. C'est assez étonnant. En fait, je peux pas en dire plus parce que ça m'a été présenté assez rapidement. Mais en gros, c'est une fourchette qui est munie d'un dispositif, d'un capteur de mouvement, d'un accéléromètre, un peu comme sur un smartphone aujourd'hui, et qui va détecter les mouvements et qui va compter le nombre de mouvements qu'on fait entre l'assiette et sa bouche pour déterminer si on mange trop vite, pas assez vite, etc. C'est pas mal, ça. Et qui s'inscrit en fait dans un plan de diététique avec un abonnement. Parce qu'on dit souvent qu'on mange trop vite, ça cause des problèmes. Et au-delà de l'aspect anecdotique, j'ai trouvé ça vachement intelligent parce que c'est relié à une application mobile évidemment qui vous donne tout un tas de statistiques sur votre façon de manger. Et le produit a été, ça fait 7 ans qu'ils travaillent dessus, donc c'est pas juste un gadget pour rigoler. Ça fait 7 ans qu'ils travaillent dessus. Ils ont mis un inventeur réputé de la famille Lépine sur le projet et ça va sortir bientôt avec une application sous forme d'un package qui va permettre pendant 21 jours d'avoir une espèce de coaching sur sa façon de manger. Et j'ai trouvé vachement intéressant. C'est vrai qu'on penserait pas à ça. Après, on peut même imaginer une version 2.0 avec un détecteur d'acidité dans la pointe des fourchettes et tout ça. Sur des objets basiques, on peut avoir effectivement des informations vachement importantes et là, on est pour la santé. On est pile dans l'internet des objets. Voilà. Si on se demande ce que c'est, ça peut être ça. C'est des objets qui communiquent entre eux et des objets du quotidien en fait. Et là, cette année, pour le web, tu étais plutôt côté, on va dire, start-up, etc. ou tu as fait aussi des grandes conférences Alors moi, tous les ans, je viens avec plein de bonnes intentions et notamment celle de participer d'assister à des conférences. Et en fait, je le fais jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de foule et c'est très foisonnant et en fait, on est un peu happé et on rencontre ce qui est intéressant. Voilà, moi, je vois pas les conférences, mais je vois les gens, donc je vois plein de gens. Et toi, c'est pareil. Bon, t'as vu, on se court après, mais au moins, moi, j'ai rencontré des dizaines de personnes et chacune a un projet, des choses qui sont intéressantes, des choses qui sont un peu moins intéressantes. Et moi, je note une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème des startups françaises, il est très vivant, on le sait, il est vivace, il n'a rien à envier aux autres pays, notamment aux US. Ce qui manque ici, c'est une dynamique financière, en fait. Je crois que c'est ça. On va pas dire que l'argent manque, mais il est plus difficile d'en trouver. Voilà. Plus difficile il y a un problème d'appréhension du risque aussi, en France probablement, chez les investisseurs, mais je pense aussi chez les start-upers. J'avais cette discussion assez intéressante. Aux États-Unis, on va dire, il y a des systèmes par exemple de chômage moins performants qu'en France, et quelque part ça pénalise peut-être un peu l'esprit start-up en France parce que on commence avec des systèmes qui sont très bien, qui permettent de vivre, mais parfois nécessité fait loi et d'avoir le ventre vide te donne l'énergie nécessaire qu'il faut pour arracher une start-up de sa période d'incubation pour arriver à quelque chose, et que ça peut être à double tranchant les systèmes français où on est assisté, aidé par l'État parfois. Bon, c'est très bien. Mais je suis pas sûr que ça soit que ça parce que vraiment, moi, je vois les gens qui sont ici, je crois qu'ils sont totalement, ils sont pas dans cette logique de dire je suis un peu assisté, je touche le chômage et tout. Ils sont à fond, ils ont une idée, ils ont envie de la développer. Simplement, l'argent arrive moins naturellement que ce que j'ai pu voir aux US, où vraiment j'ai vu des mecs, des gars qui ont pas 25 ans, qui ont une bonne idée, qui ont prouvé qu'ils étaient capables de monter une équipe autour de cette idée, d'exécuter rapidement l'idée, d'avoir, comme ils disent, scalability, c'est-à-dire de pouvoir développer rapidement sur un modèle relativement industrialisé, entre guillemets. Et bien là, avec les paramètres que je viens de te donner là, le ticket d'entrée c'est 3 millions d'euros ou de dollars. Voilà. Assez facilement, je sais que c'est jamais très facile, mais assez facilement. Ça sera aujourd'hui, ici en France, avec le même package, si on arrive à lever 500 000 tout de suite, ça sera déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que y a le rapport au risque et effectivement, justement dans les startups cette année, est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a marqué ou... Alors moi j'ai vu, je les ai pas vus, mais je sais qu'ils sont ici ou qu'ils ont présenté quelque chose ici. Et c'est une idée. Alors on n'est pas dans l'internet des objets, mais on est dans l'économie du partage qui est favorisée par Internet. C'est un système qui permet de partager une place quand il te reste de la place dans une valise
et que tu pars quelque part pour transporter un colis. Ah, c'est vachement intéressant. Surtout pour l'étranger, enfin, tu veux faire ramener un truc des États-Unis, une livraison, ça coûte super cher. Ah, c'est pas con du tout. Ça. Voilà, donc je me souviens même plus le nom de la société, mais c'est vraiment. J'ai trouvé que c'était une idée géniale. On essaiera de le trouver, de le mettre dans les liens de l'émission. Alors ils sont pas dans l'internet des objets, mais vraiment pour moi c'est une espèce, c'est un coup de cœur. Quelque chose. Et puis c'est presque écologique aussi parce que finalement ça fait baisser la note carbone sur le transport des objets. On a envie d'acheter aujourd'hui à travers le monde, pourquoi pas se faire livrer par des valises et de la place libre dans les valises. C'est très très bonne idée en tout cas. Une chose qu'on ressent dans le milieu des startups françaises aussi, moi j'ai trouvé cette année, on les sent elles ont jamais été complexées, mais de moins en moins. On sent, et ce type de réunion comme le web, moi je trouve décomplexe vachement. On est à proximité de gens des États-Unis qui viennent de la Silicon Valley et tout ça, et on sent que les projets prennent du boost ici et de l'énergie, on les sent qu'ils se ressourcent, et je les trouve de moins en moins complexés. Ils abordent l'international de manière très naturelle, et on n'est plus là, oulala, je suis dans le marché français, c'est trop petit, je vais pas y arriver, etc. Donc ça c'est plutôt des bons signes pour l'avenir. On va se quitter là-dessus, mais avant, une dernière petite question. On est au web des objets, et la petite question que je pose à pas mal de monde parce qu'elle m'amuse. On parle donc des objets communicants, la fourchette, tu nous as parlé de la fourchette. Est-ce que toi, il y a un objet dont tu rêverais, qui communiquerait des infos sur le web, qui est très utile, une machine qui enregistrerait les rêves ou quelque chose comme ça? Est-ce que il y aurait un objet que tu aimerais qui transmettrait des infos en fait? Oui, alors moi il y a plusieurs choses. Je me suis souvent dit, c'est peut-être un truc complètement ésotérique et farfelu, mais qu'on a assisté à une révolution qui était la révolution numérique, c'est-à-dire la dématérialisation en fait. Et je me disais que peut-être la prochaine révolution industrielle avec des guillemets, qui arriverait peut-être dans un siècle, c'est une révolution mentale où on arriverait à communiquer entre nous par télépathie. Et aujourd'hui, on commence à voir des objets justement qui mesurent des ondes cérébrales. Et on commence à avoir des exemples de commandes d'objets par la pensée avec des capteurs, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, moi je fais un peu de musique et j'ai toujours rêvé d'un truc qui serait un objet qui pourrait communiquer à mon iPad ou à mon iPhone, une mélodie que j'ai en tête et qui la transpose exactement comme je l'imagine, qui écrit presque les notes, les notes et les instruments, la production, etc. Parce que parfois, je sais pas si ça vous arrive, mais il m'arrive de dormir et dans mon rêve j'imagine une musique. En général c'est génial, mais bon, ça dure 30 secondes et on se réveille et on n'a plus rien, on perd tout. Et là ça serait un truc qui puisse transcrire ça, un objet qu'on est à côté de soi sur sa table de chevet, et le matin on se réveille et on a sur son iPad par exemple dans GarageBand, on a la musique qui est écrite quoi. Ça serait pas mal du tout ça. Voilà. Moi j'aimerais bien un objet aussi qui puisse effacer des musiques nazes qu'on a dans la tête. Ouais, c'est vrai, mais là il y a du boulot aussi. On se trimballe toute la journée. Là il y aurait du boulot, mais ça serait une start-up qui trouve ça. Alors là, c'est le succès assuré. En tout cas, merci beaucoup, Eric. Au niveau de Presse Citron, les articles sur le web, il y a déjà des choses. On n'a pas encore publié, mais je crois qu'on a énormément de choses dans le pipe. Donc ça va arriver dans le week-end là. Dans le week-end. Dans les 2 jours qui viennent et dans le week-end, et on va faire un bilan. Et puis, et c'est un petit mot que je voulais aussi adresser aux startups. Je m'aperçois chaque année qu'il y a une très forte demande d'exposition sur les sites qui parlent de ça. Et cette année particulièrement, on est vraiment sollicité. Je crois que les startups comptent sur des sites comme Presse Citron, comme d'autres, comme nos amis de French Web, etc. pour relayer leur actualité, parler d'elle. Et on a un vrai rôle là. C'est vrai que nous aussi, on a cette ambition là chez No Watch. On aimerait plus parler des startups françaises. On sent une vraie énergie. On va essayer de mobiliser des moyens pour mettre ça en avant. Pas de complexe à avoir. On a des gens hyper talentueux ici. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, si vous regardez donc les vidéos de le web et que vous voulez derrière des critiques, de l'illustration, il faut aller lire Presse Citron. Il aura plein de choses à dire sur tout ce que vous verrez. Merci encore. Merci. On va appeler donc Cédric et David. Allez, arrêtez de faire les fous là derrière la table. C'est pas le moment. Fini la récré. C'est à vous les gars. On vous attend. Merci Eric. Et c'est les mendiants, tu sais. Les lépreux de le web. Ouais. Alors attends, faites pas de mal aux nounours. Non, t'inquiète pas. Attends, on va ranger Presse Citron parce qu'il est parti. Ah oui, vas-y. Voilà. Maintenant, on a son cousin Presse Orange.
Presse Orange. Tiens, je vais passer le micro. Ouais. À tout à l'heure. Bah oui, bon David, tu as l'habitude. T'es déjà passé hier. T'as fait plus d'émissions No Watch à le web que moi. C'est ça qui est fort. Donc, on va revenir sur ce que tu as découvert aujourd'hui, si tu as découvert des choses, ce que tu as vu dans le web et si possible. Tu vas nous parler un peu aussi des objets connectés, parce qu'il y a eu des conférences encore aujourd'hui. Donc vas-y, alors qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui Alors aujourd'hui j'ai vu, alors déjà j'étais à la conférence Facebook ce matin. Il utilise OneNote hein. J'utilise OneNote, je suis corporate. Viens par ici, il faut se par là. Voilà. Donc en fait j'ai vu, une première chose que j'ai vue aujourd'hui c'était les conférences qu'il y avait, il y a le Social Media Track côté Facebook et que Facebook organisait. Et donc ils ont parlé des applications les plus populaires sur Facebook. Ouais. Et tenez-vous bien, quelle est l'application la plus populaire sur Facebook aujourd'hui? Farmville. Eh non, SongPop. Ah oui, SongPop est l'application la plus populaire sur Facebook. D'accord. Elle fait partie des applications qui a plus de 100 000 utilisateurs aujourd'hui. Ils ont donné une liste comme ça de 25 applications qui ont plus de 100 utilisateurs. Et SongPop est la numéro 1. SongPop qui est passé dans Glee pour les fans de série récemment. Et en fait, c'est aujourd'hui la première app sur Facebook, donc qui cartonne très très fort. J'ai rencontré ce matin au détour avec Richard de chez French Web. On a rencontré le fondateur de la startup, Fresh, qui s'appelle Fresh quelque chose. Ouais. Ça reviendra. On le dira. On le dira. Mais en tout cas, voilà, c'est super startup. Donc on a discuté des projets, de l'application. Ils ont pas mal de trucs dans le pipe. Comme on dit, dans le langage technique, voilà, dont l'appli Windows qui est arrivée. Évidemment, si tu ne parles pas de Microsoft, donc l'appli Windows 8, mais ils reviendront dessus un peu plus tard. D'accord. Ils travaillent dessus actuellement. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Attrape ton OneNote. Je reprends mon OneNote. Alors, lui, il travaille chez Microsoft, il utilise OneNote, je vous jure. C'est le seul. Non, je rigole. Nous aussi. Alors, il y a une autre appli que j'ai vue, c'est Senzari. C'est une radio. Alors, c'est une radio sociale. Alors, tu me dis une radio sociale. À quoi ça sert? Donc en fait, c'est un concept assez simple. Ils ont un algorithme qui va aller pomper du contenu qui va s'intégrer donc à ton Facebook. Ils vont pomper l'ensemble de tes préférences musicales que tu as reparamétrées lorsque tu as rentré ton compte Facebook la première fois. Ça doit dater si c'est comme moi d'il y a 5 ans. Donc je pense que c'est pas très à jour. Ça va également regarder tout ce que tu as pu poster en termes de musique, des autres réseaux sociaux musicaux, les Deezer, Spotify et consorts. Voilà, ce que t'écoutes. Et l'algorithme va te générer une radio personnalisée en fonction de tes préférences et tes goûts. D'accord. Et du coup, donc ils ont une version web qui est accessible sur PC, que tu peux écouter et tu peux directement surfer, écouter de la radio. Et cette radio-là va être personnalisée. Première fois que tu t'interfaces dedans, il va récupérer ton flux de Facebook. Il se connecte à ton social graph. Derrière, après ensuite, tu vas rentrer un ou deux artistes qui te plaisent. Un peu comme le Smart DJ qu'il y avait sur Zune. Maintenant, il y a sur Xbox Music. Et après, il génère automatiquement une radio. Donc c'est une radio. Alors la différence avec Zune, Deezer, Spotify, tu télécharges pas les morceaux. C'est que du streaming. Voilà, tu télécharges pas. C'est que du streaming. Tu ne choisis pas tes chansons, c'est de la vraie radio. Donc si tu n'aimes pas une chanson, tu fais suivant et c'est directement que tu n'aimes pas cette chanson et il ne leur passera jamais. Ensuite, ils gèrent plusieurs modes pour les applis mobiles qui arrivent prochainement. Ils vont gérer plusieurs modes. Un mode si tu es dans la voiture, à la maison, sur le vélo. Et en fonction de ces préférences-là, il va te proposer des univers musicaux correspondants. Genre Rocky, tu vois, si tu es en train de faire du sport. Et ainsi de suite. C'est mon truc de toute façon, le sport. Exactement. Ça se voit. J'allais dire ça, mais moi je suis pas mieux. Je conserve la bidoche comme il faut. Et donc voilà, donc ils vont constituer une appli assez sympa. Donc c'est une start-up assez marrante. Ils sont commencés aux États-Unis il y a quelques années. Là ils ouvrent sur l'Europe, ils se lancent en Europe. Et la France début 2013. Ah d'accord, c'est ce que j'allais te poser la question suivante, c'est quand en France, début 2013. T'as anticipé, c'est bien. Autre chose, est-ce que tu as vu autre chose? Mais ça je pense qu'elle t'intéresse, c'est Fitbit. Fitbit. Alors, ça fait partie des 2 conférences auxquelles j'ai assisté aujourd'hui. Donc voilà. Fitbit, donc je vais en parler rapidement. Alors là j'ai un Nike Fuelband que j'ai ici, qui en fait permet de vérifier les couleurs. Permet de vérifier si vert jaune rouge, c'est ça? Ça te rappelle ta jeunesse. En fait ce sont des petits capteurs qui te permettent de regarder ton activité physique, si tu bouges ou pas, combien de pas tu fais, les calories que tu brûles, combien d'étages tu as, l'équivalent en étage que tu as monté et tout ça. Et donc ils commercialisent ces petits capteurs déjà depuis un petit moment et là ils viennent de sortir une nouvelle version, le Fitbit One. Fitbit One, ouais, exactement. Donc voilà, alors ce qui était sympa, c'est qu'il racontait comment est-ce qu'il est arrivé à l'origine du projet et je crois qu'il va venir après. En fait, Patrick a fait, puisqu'il est pas présent là, enfin devant la caméra, mais
Oui. C'est en anglais quand même. Oui, ne t'inquiète pas, Patrick. On sait que tu es parfaitement bilingue et que l'interview est traduite en temps réel. Oui, je sais. Oui. Donc, Fitbit, une interview magnifiquement réalisée en anglais par Patrick. Il faut dire ce qui est. Voilà. En tout cas, qui passe devant toutes les caméras. Attends, il voulait pas être dans l'émission et finalement il y est. Hein. Donc il a déjà fait une magnifique interview du CEO. C'est James comment James Park. Voilà. Tu vois. Allez bien Patrick, viens avec nous. Non. Donc il nous a fait une magnifique interview. J'étais avec lui d'ailleurs en salle VIP. Elle est sympa la salle VIP en haut. Ouais. Donc il a parlé de Fitbit et tout ça. C'est vraiment un super device. Donc en fait ils ont levé 23,5 millions de $. C'est un truc de fou. Énorme. C'est énorme. Et alors et ils ont commencé en 2008 leur projet. Et un des investisseurs c'est Softtech. On connaît. Si vous suivez le rendez-vous tech depuis le début, en fait, il y a Jeff Clavier qui passe dans le rendez-vous tech avec Patrick et qui sera dans le rendez-vous tech qui sera publié dans la semaine puisqu'il a enregistré là le web demain. Donc il fait partie des investisseurs et c'est aussi grâce à lui, on le remercie, qu'on a pu obtenir cette interview. Même pas ? Ah bon, ok, alors on le remercie pas. Donc Jeff, on te remercie pas pour l'interview que tu nous as pas aidé à obtenir. Donc voilà, et donc toi c'est un truc que tu as retenu, Fitbit. Fitbit, c'est un truc que j'ai adoré. Je trouve le concept super sympa. Et c'est un peu dans la tendance des objets connectés, faire du sport. En fait, leur mojo, c'est faire attention à sa santé. Mesurer sa santé pour mieux la gérer. Exactement. Et il y a un truc que moi j'ai bien apprécié justement dans Fitbit, c'est qu'ils mesurent aussi le sommeil pour voir si tu dors ou pas, machin. Non, vraiment, c'est des super objets et on les trouve en France. Decathlon, Carrefour, Auchan, il nous a cité plein de trucs. C'est qu'il expliquait ce matin, c'est qu'ils ont un super réseau partenaire de distributeurs. Exactement. Qui fait qu'ils sont numéro 1 dans le domaine aujourd'hui. Voilà. Donc on va pas refaire l'interview, vous allez la voir en fait tout de suite après. Et puis ensuite on enchaînera avec Jérôme qui a discuté avec quelques étudiants pour voir comment ils avaient vécu leur web en fait. Voilà. Le web des étudiants. Donc tout de suite l'interview de James Park. Ouais, Fitbit. Bonjour à tous, nous sommes donc avec James Park, le président de Fitbit, comme nous vous le disions à l'instant normalement si nous sommes bien coordonnés dans le montage. Donc Fitbit, c'est ce petit objet qui vous permet de traquer tout plein de choses. On vous en a parlé déjà un petit peu, donc je vais me lancer immédiatement dans l'interview et dans les questions. So James, thank you very much for being here, for answering our questions. Can you speak closer? Yeah, okay. Thank you. Okay, so let's get right into it. Fitbit tracks what? What does it do? Donc qu'est-ce que fait Fitbit exactement? Donc ça traque beaucoup de choses, ça traque le nombre de pas, keep going, le nombre de pas, la distance, les calories, combien de temps on a dormi et la qualité de notre sommeil. So wait a second, I have to hold it in my hand when I'm sleeping so that donc on le tient dans la main. Non, on l'attache à un bandeau et il regarde combien de fois on s'est réveillé, la qualité de notre sommeil. So this is a little concentrated technology thing. How long does the battery last? Combien de temps dure la batterie? À peu près une semaine, et il y a deux capteurs, un accéléromètre et un capteur de pression qui compte la quantité d'étages qu'on a monté chaque jour. So it actually counts if you've exercised basically. Donc ça calcule si on a fait ou pas de l'exercice. Donc le capteur, l'accéléromètre capte les mouvements et donc il sait si on a fait de l'exercice. But about the floors thing, it actually knows if you've climbed. You can actually accurately say how many steps you've climbed. Donc on peut calculer précisément le nombre de pas d'escaliers qu'on a monté. To that level. Donc on peut calculer avec le capteur vraiment à 3 mètres les changements d'altitude. Donc on peut vraiment calculer le nombre d'étages qu'on a monté, même presque le nombre de
d'escalier qu'on a monté. All right, that's pretty cool. And it uses Bluetooth 4.0, so you can connect to an iPhone or an Android device. Donc il utilise du Bluetooth 4, donc on se connecte à un iPhone 4 S, un iPhone 5 ou un iPad 3 ou plus, et bientôt des machines Android. So you can't connect to Android devices yet? Donc c'est pas encore disponible sur Android parce qu'il n'y a pas beaucoup de machines Android qui permettent qui ont des chipsets Bluetooth 4.0, mais ils travaillent avec les constructeurs pour que ça arrive aussi vite que possible. Cédric, le son, ça va avec les deux? Ok, super. All right, so questions. So this has basically an accelerometer and a pressure sensor. I guess the pressure sensor doesn't work. You don't have those in phones, but would it be conceivable? Why can't we use a phone to do this? Why do we need an extra device? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce petit appareil en plus, et pourquoi est-ce qu'on peut pas capter ça avec un téléphone puisqu'il a aussi un accéléromètre? Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent la technologie comme ça et ils n'ont pas toujours leur smartphone avec eux tout le temps. Donc par exemple, si on rentre à la maison, on met le smartphone sur le bureau et à ce moment-là, on n'est plus en train d'être traqué. On traque plus les mouvements. Donc cette solution permet à tout le monde de se traquer toute la journée et sans. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette question. Effectivement, on n'a pas toujours son smartphone sur soi. Okay. I hear there's an app on the Apple devices for now. What does that do? Donc l'app pour mobile, qu'est-ce qu'elle fait? Donc sur iPhone, elle récupère les données directement du Fitbit. Donc on n'a pas besoin de l'ordinateur. On peut avoir directement, même si on est dehors, on lance l'application et on voit toutes les données qui sont déjà synchronisées. Donc on peut faire des compétitions avec les amis et la famille et on peut voir combien de pas on a fait et on peut faire comme ça des petits concours avec les amis. So it's basically a way of tracking the data, but does it do something with that data that it's tracked? Donc ça garde les données, mais est-ce qu'on peut les analyser? Est-ce qu'elle les analyse ensuite? Donc effectivement, avec l'app ou avec le site, on peut faire des analyses sur les données qu'on a reçues toute la journée. On peut prendre des décisions sur sa santé. Et certaines personnes envoient ces données à leur docteur de manière à ce que les docteurs aient des archives de ce que le patient a fait et ça peut aider pour les visites chez le docteur quand on va le voir de temps en temps. Alors, question suivante. You have an API, I believe, an open API. Do you have an example of maybe an outside developer, a third-party developer who did something really fun that surprised you? Or, donc vous avez une API qui permet à d'autres développeurs d'utiliser les données du Fitbit. Est-ce que vous avez un exemple de quelque chose qu'un développeur externe a fait qui vous a amusé ou intéressé? Donc on a beaucoup de partenaires API. I'm sorry, can you repeat the name? Endomondo est un partenaire en Europe qui est un partenaire qui traque les données GPS et ils traquent les courses avec leurs applications, mais ils utilisent Fitbit pour traquer tout le reste en dehors des courses elles-mêmes. Un autre partenaire, c'est Microsoft. Microsoft Health Vault, ok, donc le caveau à santé de Microsoft, qui garde toutes les informations de santé, qui est un outil développé par Microsoft, qui permet aussi aux médecins d'étudier, enfin d'avoir ces données pour les analyser de la même manière. Ok, so you're already on sale in Europe. I can go out in a store and buy a Fitbit today. Yes, we're in about donc vous êtes déjà en vente en France et en Europe. Donc effectivement, en France, ils sont en vente chez Apple, chez Auchan, chez Decathlon, chez Carrefour. Donc on peut déjà l'acheter. C'est pas un truc sur Kickstarter qui sera peut-être disponible un jour. C'est déjà disponible tout de suite. So you're on sale in Europe and the US. Did you see any
slightly more quirky questions. Did you see any difference in maybe behavior, or I don't even know if you have the data or if you have access to that data, or user behavior or things like that? Est-ce qu'il y a des différences entre les comportements des différents acheteurs? Mais James me dit qu'ils n'ont pas analysé les données entre les différents pays. But do you have access to my data? Do you have it, anonymized somewhere? Est-ce que vous avez accès aux données des utilisateurs, bien sûr agrégées, anonymisées quelque part sur vos serveurs? Alors il me dit que oui, effectivement, il y a des données anonymisées. Qu'ils utilisent pour améliorer les algorithmes du device. Donc, par exemple, pour traquer la distance, il faut rentrer dans l'application la distance qu'on fait avec un pas. Et parfois, c'est pas tout à fait exact le calcul que fait chacun, et donc ils voient avec les données qu'ils ont sur plusieurs utilisateurs, sur beaucoup d'utilisateurs, une moyenne qui leur permet de corriger un petit peu ce calcul si parfois il n'est pas tout à fait exact. Yeah, but it would be interesting to have data like, you could do a great infographics with, in France people have shorter stride lengths, or wait a second, longer stride lengths than in Germany, for example. Vous pourriez faire un calcul sur la distance de pas moyenne en France et en Allemagne, et nous montrer que les Français marchent plus vite et mieux que les Allemands, par exemple. So you had to go to retail, and I heard in your presentation earlier that you were, it was an interesting, let's say, transition from software to hardware. What was the most difficult thing to in dealing with, okay, if we want to be a little bit provocative, we would say the old world of retail? Was there some sort of, not confrontation, but some discussion where you realized, okay, these guys actually don't think the way we do in software or, in the new technology world. Donc, est-ce qu'il y a eu des moments où vous êtes confronté, entre guillemets, aux distributeurs physiques, et où vous êtes dit, là, il y a vraiment un décalage entre la manière dont on pense et la manière dont ils pensent? En fait, les distributeurs les revendeurs ont été nous ont vraiment aidés, parce qu'ils ont toujours essayé de chercher des nouvelles catégories pour vendre les produits au public. Et aux États-Unis, c'était Best Buy qui était le premier partenaire, et ils avaient une immense section pour les DVD. Et ils se sont rendus compte que plus grand monde n'achetait des DVD, et ils ont dû remplacer cette section, et ils ont testé différentes catégories, et l'une d'entre elles c'était la santé et le fitness, et ils ont testé Fitbit dans cette catégorie, et ils ont testé donc dans cette catégorie et les meilleurs produits dans cette catégorie, et ils ont réussi Fitbit a réussi à passer toutes les étapes, et aujourd'hui ils sont en vente chez Best Buy. Et une fois qu'ils étaient chez Best Buy, effectivement, ça a donné une crédibilité, et ils ont réussi à rentrer chez d'autres partenaires. All right, so no dirt on retailers here today. Even if there was dirt, you couldn't say, of course. Donc même s'il y avait des histoires un petit peu délicates, ils n'en parleraient pas. C'est de bonne guerre. Could you have kept going online only, or did you need the retailer? Would you have been happy going online only and gaining momentum there, or did you need to go into retail? Est-ce que vous aviez besoin de vous lancer dans la distribution physique, et pas seulement en vendant sur les sites web, parce qu'aujourd'hui, on se dit, on a accès directement aux clients, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller chez les distributeurs? Some people have the idea that, we can do everything online, so we don't need those guys anymore. Obviously, that's not the case, but why was it? Ça serait bien de tout faire online, mais pour une petite société, c'est très très difficile de dépenser l'argent nécessaire pour construire une marque. Et ce que les distributeurs, les revendeurs vous permettent de faire, c'est de construire votre marque assez bon marché, en tout cas meilleur marché. Donc par exemple, si on va chez Apple et qu'on voit un produit Fitbit chez eux, ça fait connaître le produit et ça construit la renommée de la marque.
I guess I will finish with just one question about the philosophy of the product. Are you a fun toy company or are you a connected health company? How do you see yourself? Est-ce que vous êtes une société qui fait des petits jouets marrants ou est-ce que vous êtes une société de santé connectée, d'utilitaire de santé connectée? We're definitely not a medical device. On n'est certainement pas une société qui fait des devices médicaux. Ça, c'est une impression qu'on essaye de ne pas donner, mais on se considère comme une société de santé connectée, effectivement, mais l'aspect fun est vraiment important. Parce que si c'est pas marrant, les gens ne vont pas être motivés, ils vont pas l'utiliser, et donc ils ne vont pas atteindre leur but en santé. Donc l'aspect fun est aussi très important. All right, I guess that's going to be it. Anything you want to say to the French audience to finish? Quelque chose que vous voulez dire au public français? Donc on espère que vous achèterez le Fitbit et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on apprécie tous les retours. Thank you very much, James. Thank you. Bye. Merci. Et bien pour terminer donc l'émission, alors hélas je n'ai pas réussi à trouver Roxane, mais je vous invite à aller voir Girls in Tech, ce qu'elles font, c'est très très intéressant, c'est sur l'entrepreneuriat et les femmes, et donc Girls in Tech France, donc si vous avez l'occasion, allez voir tout ce qu'elles font. Et nous avons donc pour terminer l'émission aujourd'hui, 2 étudiants, la relève, puisque chez No Watch il y a beaucoup de vieux, hein, comme vous avez pu le voir, on a la relève, donc vous venez tous les deux d'une école qui s'appelle EMI, E-E-M-I, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, EMI? Voilà, alors exactement, ça veut dire École Européenne des Métiers de l'Internet. D'accord. Et donc on a Benjamin et Nicolas. Qui est Benjamin, qui est Nicolas? Moi c'est Nicolas. Et moi c'est Benjamin. Enchanté les gars. Enchanté. Donc qu'est-ce que vous faites à l'EMI? Alors à l'EMI on a une première année où on découvre à la fois le design, le développement et tout ce qui est partie business. Ouais. Et puis en deuxième année on se spécialise. Je vais laisser Benjamin expliquer un peu et puis après je parlerai peut-être de mon incubateur sinon je vais monopoliser la parole. D'accord. Ok, alors en deuxième année on a... Tiens, approche bien. Hop, voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Enfin ils vont te dire le son c'est bon? C'est bon, d'accord. Donc en deuxième année, on a 3 spécialisations. On a design, développement et tout ce qui touche au marketing web, donc e-marketing. Et c'est un cursus qui se fait en 3 ans. Donc première année plus généraliste, deuxième année spécialisée et troisième année toujours spécialisée avec des stages en plus chaque année. Ok. C'est un diplôme d'État, c'est un... Alors, c'est pas encore un diplôme d'État. D'accord. L'école a ouvert l'an dernier. Ah ok, ouais, donc il y a encore la peinture fraîche sur les murs. Voilà, exactement. Vous êtes situé où d'ailleurs? On est dans le Palais Brognard. Ah, sympa. Très sympa. Il y a pire. Ouais, pas mal. Très sympa. En plein cœur de la Silicon Sentier. Ouais, bien. Avec le camping qui est un incubateur de start-up web, donc dans le Palais Brognard aussi. D'accord. Et tout un peu l'écosystème start-up autour de l'école. D'accord, et en formation, vous avez des gens justement de l'écosystème start-up qui viennent vous voir, enfin, votre proximité par rapport au métier vraiment de l'internet et ceux qui y travaillent, c'est bien fait ou c'est très théorique? Enfin, vous avez peut-être pas le droit de dire du mal de votre école, donc on va dire du bien, mais vous me faites des clins d'œil, hein, si c'est pas bien. Ils comprendront. Non, c'est très très bien fait. Ouais. On a plein de rencontres avec des professionnels, d'ailleurs, un peu plus de la moitié de nos profs sont eux-mêmes en général entrepreneurs. D'accord. Ou travaillent encore dans le milieu du web. Donc c'est très axé professionnel. Ouais. Et un peu moins des théorique. Difficultés aussi, ouais. Des choses trappes, ce qu'il faut faire, pas faire. Ouais, intéressant. Et les 3 fondateurs aident beaucoup aussi. D'accord. Voilà. Forcément. Et là, donc vous êtes à le web, il y avait un certain nombre de places dans votre école? Alors, cette année, on n'a pas eu de place offerte. Ouais. Du coup, certains l'ont payé. Ouais. Donc au tarif étudiant. Et on est 3 étudiants de l'EMI à avoir gagné la place. Parce que vous avez triché, c'est ça? Et ce soir, vous allez le révéler au monde de l'internet. Vous avez triché pour obtenir vos places à le web. Alors expliquez-nous comment vous avez fait. Alors on n'a pas triché. C'est Rackspace et Silicon Valley Bank qui organisaient un concours qui s'appelle Adopte un entrepreneur. Et il fallait simplement faire parler de Rackspace, du web, etc. Avoir quelque chose d'un peu original. Et ils offraient 20 places pour le web. Pas mal.
Donc vous avez fait partie des gagnants. J'en ai fait partie. Ouais. Nicolas non. De toute façon il faut tout. Hein. Et donc toi Nicolas, tu voulais nous parler d'un projet spécifique par rapport à l'école, l'incubateur. Oui, explique-nous ça. Effectivement, donc comme on est une école qui a été fondée par 3 entrepreneurs successful, on a comme projet, comme initiative étudiante, de monter un incubateur, mais qui a un positionnement un peu particulier, qui est de dire, on l'a appelé le pré-incubateur. Le principe c'est tout simple, on a des entrepreneurs qui viennent, qui ont juste une idée ou juste la volonté de devenir entrepreneur. Et nous, notre but, c'est de construire une équipe avec eux et de construire un MVP, c'est-à-dire un prototype. Et on leur donne la culture startup, le lean startup, et puis il y a du mentorship, des intervenants qui viennent. Et donc, on axe aussi l'école vers l'entrepreneuriat avec cette initiative étudiante. Les gens qui auront un projet, c'est des gens de l'école ou qui auront un projet, vous faites l'infrastructure pour les aider à transformer une idée en du concret. Ouais. Mais concrètement, il faut qu'il y ait au moins une personne dans l'équipe qui soit de l'EMI, mais après toutes les autres personnes peuvent être extérieures. Oui, ça peut être un petit peu comme le font tous les autres incubateurs, Blue Factory ou HEC, etc. Et vous avez des ressources pour aider, des ressources humaines, des ressources financières ou... Alors on a des ressources humaines, on a des mentors qui sont assez bons, qui sont eux-mêmes start-upers, et qui font ça bénévolement, donc je tiens à les remercier aussi. On a aussi des partenaires, par exemple Mailjet nous fait 50%, je les remercie aussi, j'en profite, je remercie tout le monde. Non mais on va mettre le listing des sponsors. Non mais j'en suis pas encore à remercier mes parents, etc. Mais ça va venir. Il faut toujours remercier ses parents. Ouais, toujours, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais donc voilà, donc on a effectivement un petit écosystème. On essaye aussi de se connecter avec Jenna et Kima, qui sont les fonds des fondateurs, et de créer un écosystème EMI, un écosystème Innov.me, qui est le nom du pré-incubateur. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller sur innov avec un e.me. Et donc on essaye par contre de propager cet écosystème Innov.me vers l'écosystème traditionnel du web. D'accord, de joindre un peu les systèmes voilà. Pour pas que ça reste juste un projet de l'école qui tournerait en rond, voilà. Ce genre de choses, lui donner du concret. Bon, en tout cas, c'est un beau projet. Et alors justement, sur le web, qu'est-ce que chacun d'entre vous... Un truc marquant, qu'est-ce qui vous a marqué? Là, on n'en est qu'à 2 jours, il reste encore une journée demain, une journée plus courte que les autres. Donc, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Ça peut être aussi l'ambiance ou les petits fours, hein, pas forcément une entreprise, mais c'est votre premier le web moi, c'est mon deuxième. J'ai gagné la place, donc cette année, je ne l'ai pas gagné. Mais c'est pour ça. Hein. J'avais gagné l'année dernière, donc là, cette fois, je l'ai payé au prix étudiant. Bon, tant pis. Si quelque chose qui m'a marqué, à part effectivement les petits fours, c'est toujours assez cool. Ce qui m'a marqué. D'ailleurs, vide tes poches. On t'a vu, Amélie. Hein. Ouais, j'en ai pris pas mal. En plus, j'en ai plus. Il faut, de toute façon. Hein. Mais ce qui m'a marqué, c'est de voir que aujourd'hui, les entreprises de l'économie classique, c'est-à-dire de l'économie de la rareté, prennent la philosophie startup, prennent tout ce qui est la mentalité, notamment au niveau de. C'est quoi l'économie de la rareté? Ça m'intéresse comme terme. Le classique, vous appelez ça l'économie de la rareté? Moi, je l'appelle comme ça. Effectivement, c'est un terme qui est assez connu et surtout qui va en contradiction avec l'économie de l'abondance. Par exemple, quand on veut copier une musique, un fichier numérique, les coûts de copie de la musique sont quasiment égal à 0. Les coûts marginaux sont égaux à 0. Alors que produire le thermostat, c'est Nest, je crois, la première conférence. Bon, je pense qu'il y a des coûts qui sont quand même un petit peu plus élevés. Et donc du coup, ça fait appel à des notions de rareté, puisqu'il y a des matériaux que je connais pas d'ailleurs, parce que je suis pas ingénieur. Mais voilà, donc c'est cette petite opposition. Et là, je suis en train de constater, et ça me fait assez plaisir, que finalement toutes les entreprises qui se créent vont devenir des startups au sens philosophique du terme. Ça. Plus dans la culture de l'abondance. C'est ça. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as noté sur le web de cette année? Qu'est-ce que j'ai noté? Moi, c'était ce matin, c'est la présentation du Nokia Lumia. Parce que je me suis dit... 620, enfin, un téléphone, vraiment un smartphone qui peut plaire, par exemple, aux ados. Ouais. Et je me suis dit, c'est clairement le truc type... je pense que nos parents ou les parents aimeraient pas trop payer 800 € un iPhone pour un enfant de 13 ans. Et je me dis,
que ce téléphone est de bonne qualité. Mine de rien, j'ai essayé aujourd'hui, il est vraiment pas mal. Ouais, c'est vrai, en tout cas il est fun. Bon, il vaut son prix. Voilà, c'est pas de l'aluminium et des trucs délirants. Moi, ce que je me suis dit, parce que on va dire le Nexus 4 est à peu près dans le même prix, mais là c'est un téléphone qui va donner envie aux gens d'essayer Windows Phone. Et c'est ce qui manquait à Windows Phone. Moi, c'est mon avis sur le produit. T'as pas envie de partir sur un 920 tout de suite pour essayer Windows Phone. Donc là, ça peut vraiment donner envie d'essayer Windows Phone parce que l'investissement est moindre. Donc c'est le truc toi que t'as... Allez, dis-nous, t'en as un dans la poche, ils t'en ont donné un non, ils m'en ont pas donné un. Non, j'ai encore un iPhone 5 dans la poche. D'accord, ah bah ça va. Ça va. Mais vraiment, ça m'a donné envie d'essayer, D'accord. C'est vrai. Et alors, petite question subsidiaire pour tous les deux. Le thème de cette année, c'était l'Internet de l'objet. Oui. Est-ce qu'il y a un objet sur lequel vous fantasmeriez, qui serait connecté, qui transmettrait des infos ou qui donnerait des infos, un objet un peu fou, un détecteur de rêves, un truc qui compte les graviers au sol, ou qui détecte les pots de banane par exemple, et qui vous avertit dans vos Google Glass? Est-ce qu'il y aurait un objet un peu fou comme ça que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que j'aimerais voir? Je vais laisser la parole à Nicolas. D'accord, tu réfléchis. Nicolas, je vais laisser la parole à Benjamin. Non, je vais essayer de répondre, mais moi je vais partir complètement dans la folie, puisque je crois que c'est le détecteur de banane, ça part aussi très loin. Donc, non, moi j'espère qu'un jour on aura un objet qui va nous permettre de transférer, ce qui s'appelle en anglais le mind uploading, de transférer notre esprit dans un ordinateur, dans un robot ou dans n'importe quoi, et donc qui permettrait d'avoir une vie déjà infinie, puisqu'on pourrait se transférer de corps en corps, de robot en robot. C'est le professeur là dans Captain Flamme, le cerveau dans un truc. Comment il s'appelait déjà? Je me souviens plus. Vous êtes trop jeune. Comment il s'appelait le professeur dans Captain Flamme? Vous savez pas? Bon bah vous nous direz. Hein. Je peux chanter la chanson de Captain. Non, Patrick, pas la chanson de Captain Flamme. Voilà, c'est l'objet que je rêverais d'avoir pour me transférer dans tout. D'accord. Voilà, okay. Et devenir immortel. Voilà, c'est un peu le rêve. Bon, Nicolas, pas Nicolas, Benjamin, tu nous as trouvé quelque chose? Est-ce que j'ai trouvé quelque chose? En fait, je me dis que c'est pas un objet en particulier, mais plus un ensemble d'objets qui me ferait vraiment plaisir. C'est-à-dire que n'importe quoi, ma table basse, à mes murs, à ma vitre à mon pare-brise par exemple, que tout soit vraiment connecté et quelque chose qui est à voir. Ouais. Parce qu'aujourd'hui on voit plein d'objets connectés type le Nest, mais au final j'ai que mon thermostat qui est connecté. Oui, là t'aimerais des petites briques. C'est un petit peu ce que présente France Télévisions dans leur maison du futur. Là, allez voir le stand dont on a parlé avec Eric Dupin. C'est les petites briques qui nous manquaient pour rendre tout connecté. Ouais. Exactement. Ouais. Bah tu vois, ton vœu est exaucé. C'est pas merveilleuse la vie quand même à le web? C'est fantastique. Bon, en tout cas, merci les gars d'être passés nous voir. Aussi. Et puis je sais que vous regardez, vous écoutez No Watch. Il faut continuer et parlez-en dans votre école. Plein de bonnes choses. Pas de soucis. À Lémy, donc dans le palais. Palais Brognard. Ah bah ça va. Ok. Ça va pas comme école. Merci les gars. Et je crois qu'on a retrouvé donc Roxane. On a retrouvé Roxane, donc ça va être à elle. Et je vous dis à très bientôt. Bon, merci. À l'année prochaine, tâchez de gagner. Enfin, de tricher correctement, quoi. C'est à toi. Oui, tu peux passer, tu sais, ici, on marche devant les caméras, on est éclairé n'importe comment, on est filmé par un Patrick Béja qui dort à moitié. Ça, c'est l'ambiance No Watch. Ok. Roxane, merci d'être là. Je t'ai un peu cherché tout à l'heure, je t'ai annoncé, puis elle est où? Donc, Roxane, je sais que comme nous, t'as vu certaines choses du web, d'autres non, parce que tu travailles aussi là sur le web, donc t'as pas eu beaucoup de temps. Je voulais surtout te poser des questions par rapport à Girls in Tech. Déjà, qu'est-ce que c'est que Girls in Tech au niveau international, au niveau national, ta place et le rôle, et puis après on va parler un petit peu sur le web, mais peut-être justement avec un angle Girls in Tech. Super. Comment Girls in Tech verrait le web et justement le tissu des startups français. Très bonne question. Donc en fait, c'est Girls in Tech qui a été créé aux États-Unis
États-Unis en 2007. C'est une organisation internationale. Aujourd'hui, c'est plus de 9000 membres à travers le monde. Et moi, j'ai décidé en 2010 de monter la même chose en France. Donc là, c'est la branche française en fait qui existe aujourd'hui. Et également, j'ai monté la même chose en Angleterre. Et là, l'objectif, c'est juste de promouvoir les femmes qui travaillent dans les nouvelles technologies. On dit toujours, on va sur les conférences, il n'y a pas beaucoup de femmes qui parlent, qui participent. Je pense que c'est environ 10 à 20%. Donc là, c'est vraiment de donner plus de visibilité aux femmes qui travaillent dans ce secteur-là et de promouvoir ce qu'elles font pour les autres, pour inspirer les autres. D'accord. Et justement, par rapport aux États-Unis, Europe, puisque tu as parlé Angleterre, France, il y a une vraie disparité de représentation aux États-Unis. C'est peut-être mieux représenté. Ouais, je pense notamment dans la Silicon Valley où il y a déjà plus de personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Et à des postes à très haute responsabilité. On également, Marissa Mayer et compagnie. Mais après, c'est marrant parce qu'on a dû changer le modèle dans certains pays. Moi, j'ai vu par exemple en France, ça plaît très bien de faire, on fait des événements où on n'invite que des femmes pour parler de leur entreprise ou leur fonds de capital risque ou je sais pas quoi. Alors qu'à Londres, c'est pas tout le même modèle qui marche. En fait, là, ils ont vraiment envie de voir que c'est équilibré hommes et femmes. On n'aime pas beaucoup la ségrégation positive. Ce qu'on appelle, nous, en France, la ségrégation positive, qui parfois est un peu bizarre. Mais par contre, on le fait en France, mais à Londres, ça se fait pas du tout. Donc pour nous, c'est juste l'objectif, en fait, que ça soit équilibré. Donc ça nous gêne pas, justement, en fait. qui fait les deux, Londres et Paris, tu trouves que ça peut être intéressant, cette ségrégation positive, c'est-à-dire un regard exclusivement féminin sur le monde de la technologie ouvre une nouvelle fenêtre ou ça peut rester en vase clos? L'objectif, c'est pas d'être exclusivement féminin ou je sais pas quoi. Mais là, en revanche, on est contacté régulièrement pour proposer des femmes pour les conférences. Et là, je pense, c'est là où on devient plutôt intéressant pour le milieu. Il y a une vraie volonté des organisateurs d'avoir des parités. C'est vrai que moi, j'ai trouvé le web cette année, il y a de la représentation, on sent quand même qu'on est très loin d'un 50-50, mais très très loin. Mais surtout sur des postes clés, mais quand même, il y a un vrai effort de communication. Et en tout cas, ça c'était intéressant. Et au niveau des startups aussi, justement, est-ce que Girls in Tech va aider des projets où des femmes ont des postes clés? On aimerait bien. En fait, aujourd'hui, on est une association, donc on n'a pas vraiment de moyens pour investir ou je sais pas quoi. Mais après, on travaille beaucoup avec les autres réseaux. Donc il y avait par exemple quelques prix pour les entrepreneurs féminines en fait qui pourraient elles pourraient gagner. On travaille avec eux pour communiquer auprès de nos membres. On a beaucoup de membres en France, on est plus de, je pense, 1000 personnes dans tout le pays. D'accord. Donc quand on communique sur quelque chose, on est bien écouté. Donc là, on travaille avec tout le réseau pour vraiment promouvoir tout ce qui existe. Ça peut créer un réseau. Finalement, au-delà du féminin, ça fait aussi un réseau d'amis. Et le réseau, c'est important dans nos métiers. Par rapport à le web de cette année, puisque c'était le web de l'objet, est-ce que tu penses justement, sans partir, on va dire, dans les stéréotypes, mais que le regard féminin sur l'objet, et donc l'internet de l'objet, peut être différent? C'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des idées d'objets communicants dans le web qui peuvent émerger chez les femmes que des groupes d'hommes ne penseront pas? Certainement, j'ai pas envie de rentrer dans les stéréotypes c'est un peu mode, je sais pas, des sacs ou des chaussures ou je sais pas quoi. Mais là, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu quelques projets assez intéressants. J'ai vu une fourchette connectée. Oui, Eric Dupin nous en parlait tout à l'heure. J'ai adoré. C'est génial. Franchement, je trouve ça super. Ça, c'est pas forcément masculin ou féminin. Après, il y avait d'autres projets. Enfin, ça c'est... je sais pas si les projets de WeThings par exemple pour les enfants ou pour les balances connectées ou des choses comme ça, si ça c'est masculin et féminin, mais je suis sûre qu'avec tous les produits féminins, il y a forcément quelque chose à faire. Alors, j'avais une question subsidiaire que j'ai posée aux autres, mais tu n'as pas eu le temps de te préparer. Je te la pose quand même, mais si tu n'as pas de réponse, justement, par rapport au web de l'objet, est-ce qu'il y a un objet auquel tu penserais, tu adorerais qu'il communique des choses, une machine qui enregistrerait tes rêves, quelque chose qui, je sais pas, mesure tes pas, l'usure des semelles ou qui détecte des choses. Ça peut être complètement fantasmagorique aussi. Un objet qui communique pour moi. Ah là là, ça c'est une question très très compliquée. Qui te communique à toi, qui te permet de sentir les hostilités autour de toi ou... En fait, j'avais pensé à quelque chose, mais c'est juste dans les cas de web. En fait, il n'y a jamais des taxis à l'extérieur. Et moi, je me disais, ça m'intéresserait de savoir quand il y a un taxi qui arrive juste pour mon téléphone de vibrer. De vibrer, un taxi à proximité, à une dizaine de kilomètres, c'est le moment de l'appeler. Je sais qu'on peut se connecter sur Uber et compagnie pour voir qui est à proximité, mais juste pour savoir. Et après, sinon, mes clés.
ou les choses qu'on a l'habitude de perdre, mon passeport, si je fais tomber ça par terre. Tu les as là sur toi, t'es sûr? Non, il est dans mon sac quelque part, je sais pas où c'est justement. Donc s'il pouvait vibrer, bah voilà, je vérifie. Voilà. En tout cas, Roxane, merci beaucoup. On vous invite. Je sais aussi que tu as un blog. Enfin, Rude Baguette, c'est toujours d'actualité. Rude Baguette, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est encore autre chose. Voilà. C'est plus personnel. Rude Baguette, c'est plus moi. Mais en fait, moi, je suis sur Tech Baguette. C'était toujours mon blog perso. Excuse-moi, j'ai confondu. Pas de souci, tout le monde confond. Il y a vraiment pas de souci. Il y a Baguette dans les deux, quoi. Baguette, ouais. Voilà. Et donc, toi, c'est Tech Baguette. Tech Baguette. Ouais. C'est ton blog personnel où tu donnes un petit peu mon avis sur ce qui se passe en France. D'accord, donc on va lire des choses sur le web bientôt sur Tech Baguette. Bientôt, bientôt. Sûr. En tout cas, merci de nous avoir accordé ton temps. Et merci à toi. Et puis, on espère te voir l'année prochaine à Web. Je pense que c'est à peu près sûr. Ouais. Merci beaucoup. Merci. On va conclure l'émission, donc j'invite. Et Cédric, il est plus là, il est parti. Il n'y a plus personne là, derrière les caméras, je suis tout seul, tout le monde est parti. On va prendre Patrick. Non, alors en fait, moi ce que j'aimerais bien, bon, pour conclure l'émission, je sais pas, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu Christophe pour le remercier de tout son travail technique. Surtout Christophe là, depuis 2 jours, il travaille comme un fou. Christophe, montre-toi la... Christophe lâche l'ordi. Voilà. Donc s'il y a un plantage, je vais aller derrière. J'ai mis l'autopilot. C'est ça aussi l'objet connecté. Par contre, tu n'appuies pas sur les boutons. Non. Non, tu n'appuies pas. Ou alors sur tous les boutons en même temps. Voilà. Christophe, t'as pas beaucoup vu le web, hein, toi. De nous tous, j'ai vu le moins. J'ai vu le stand Microsoft et puis le bureau Microsoft pour aller dérocher et monter, mais ça a l'air de vibrillonner. Si vous voyez cette émission, celle d'hier et les prochaines, et un certain nombre de modules aussi sur lesquels on a travaillé, c'est grâce à Christophe qui a été l'homme de l'ombre sur le web. C'est un vrai travail d'équipe. On peut saluer aussi notre chef IT Cédric qui a créé un espèce de système. Oui, un truc incroyable. Un mélange de live régie. Je pense que l'année prochaine, on pourrait proposer de faire une conférence ou des masterclass ici même. Voilà. Sur comment ils ont fait pour montrer comment on arrive à se débrouiller. Parce que finalement, l'objet connecté, nous on l'a. Hein. On dirait un labo de ça. Il n'est pas forcément connecté à Internet, mais il est bien connecté. De toute façon, ça, il est connecté, le Cédric. C'est le premier objet connecté en fait de France. Exactement. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, un grand merci, Christophe. Alors, tu es l'homme de l'ombre sur le web, mais on peut te retrouver dans ton habit de lumière. Ah, mais oui. Dans Will & Co. Toutes les semaines, tous les lundis soirs, en live, et puis après en podcast. Voilà, avec mes petits camarades William, Éléonore et Benoît. Voilà, que je salue et à qui je dis à lundi. Voilà. Donc on va se quitter sur ce moment. On va dire au revoir à Petit Roll. Alors, si quand même. Est-ce qu'on l'a entendu chanter en début d'émission? Je suis pas sûr. On va peut-être s'en remettre un petit coup. Oui. Patrick hier m'a fait très envie avec un projet qui s'appelait. Alors nous on a décidé de lancer Ubouli. Il s'appelait. Mais nous on va lancer Bouli Bouli. Bouli Bouli. Comme vous pouvez le voir, il est creux. Ah oui, effectivement. Tiens, je vais te tenir le micro. Tiens-moi le micro. Voilà. Donc. Bouli, on va essayer de mettre un smartphone dedans et de lancer la concurrence. Et voilà, nous venons de lancer il y a presque un caméo de verre. Ça marche pas. Hein. Regarde, c'est presque la couleur de sa fourrure et non. Oui, d'accord, j'ai une coque moche. Je sais que j'ai une coque moche. C'est des choses qui arrivent. Écoute, c'est bien de le reconnaître un peu. Ouais, non, mais voilà, ça c'est les achats sur Internet, c'est joli en photo. Mais c'est ça, mais il y a encore du progrès à faire sur Internet et c'est pour ça qu'il faut venir à le web tous les ans. Tous les ans. Voilà. En tout cas, nous on passe des bons moments. C'est très fatigant. Ouais. Ça se ressent peut-être dans nos conclusions ultra longues, mais donc on va l'arrêter là. Et demain, on va tourner donc le rendez-vous tech avec Patrick. Et Patrick, tu sais un petit peu qui va y avoir? Il va y avoir Jeff, c'est ça? Viens expliquer qui y aura. Allez, fais ton teaser. Viens faire la pétan. Non, il n'y a pas grand chose. On va discuter de ce qu'on a vu à le web avec Jeff, un petit peu plus en audio, un petit peu plus en résumé, conclusion, enseignement, tu vois. J'aimerais bien, si possible, qu'on présente effectivement le vrai Ubouli. Je sais pas si on va pouvoir. On va peut-être parler de Fitbit aussi, ce genre de choses. Quoi. Et puis Jeff qui a une perspective intéressante sur la chose, puisqu'il est lui-même investisseur, comme les auditeurs du Rendez-vous Talk le savent bien. Donc voilà, et puis ça sera sympa. Mais en tout cas, pour le No Watch Mag, c'est fini
pour cette année. Donc on se retrouvera. Enfin non, il va y avoir d'autres trucs dans le No Watch Mag dans l'année. Hein, mais... Bah il reste pas grand chose de l'année en même temps. Si, normalement, si je devrais. La fin du monde. Si, il devrait y avoir un test d'un Alienware que nos amis d'Alienware nous ont prêté pour faire la régie. Et je vais tester le produit dans nos formules test. J'espère avant la fin de l'année. Enfin, il faut parce que sinon je dois le rendre. Moi, je dois le rendre avant. Trop, hein. Bah si, je dois le rendre avant. Ah d'accord. Okay. Donc je suis obligé, alors tu feras ça. Donc, mais bon, le web en tout cas, c'était quand même bien sympa. C'était encore une fois énormément de boulot, surtout pour. Christophe non, non pour tout le monde. Je dirais que toute l'équipe, tout aussi Patrick, on le voit, on n'a pas chômé. C'était beaucoup de boulot, mais on se sent très heureux et privilégié de pouvoir faire des choses comme ça qui nous amusent et qui nous plaisent. Et motivé. C'est très motivant. Moi, c'est le principal avantage que je trouve. Il y a beaucoup d'énergie ici. Partout, dans les conversations, dans les dans tout. Dans tout. Et bon, on va pas encore une fois remercier Microsoft parce qu'on a bien compris qu'ils nous prêtaient le studio. Ils sont intervenus 4 fois, donc ils nous ont fait l'amitié de venir aussi. Ça, on sait que c'est nos potes. Mais je pense que on est potes avec tout le monde. Oui, comme tout le monde. Le dernier mot peut-être pour les Lemeurs qui organisent cette conférence unique en Europe, qui font très très fort chaque année. Et puis on a surtout très hâte de voir ce que va donner l'Internet of Things, l'Internet par l'objet dans les années à venir. Donc, tout à fait, il y a eu des idées très intéressantes dans nos invités sur des objets et j'espère qu'il y a des gens qui... N'oubliez pas de vous abonner. J'allais dire merci moi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de laisser vos commentaires sur nowatch.net ou sur notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Twitter @nowatch. Si vous nous découvrez, vous trouverez plein d'émissions, 27 en ce moment, 26, 27, ça aussi, entre 1 et 30. En fonction des gens qu'on vire. Voilà. C'est Patrick d'ailleurs, il faut qu'on parle après le web. Hein. On a une réunion. Hein. Merci à tous et à très vite. À très vite. Ciao. À bientôt.